Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue une fois encore à ce deuxième numéro de Enquête. Je reçois Jean-Paul Kiala pour discuter avec lui des questions de son ASBEL pour un Congo meilleur. Monsieur Jean-Paul Kiala, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Beaucoup de détracteurs de la jeunesse ont crié ça et là pour dire que cette jeunesse congolaise est désœuvrée et n'est capable de rien. Mais depuis un moment, depuis 2019 plus exactement, vous avez lancé une ASBEL entièrement consacrée sur les questions de patriotisme et de bonne gouvernance. Pouvez-vous nous brosser succinctement la genèse de cette initiative? Merci, je le ferai des bons grés. Vous l'avez si bien dit, la jeunesse s'était ancrée depuis peu dans un pessimisme qui n'avait plus sa raison d'être. Alors, la dénomination de l'ASBEL pour un Congo meilleur en dit déjà tout, parce que la jeunesse étant entrée dans ce pessimisme et c'est fait avocat des expressions telles que Mokao et Kobongali Susute, Yone Mutokobongisa Mokao. C'est comme s'il y avait un mal-être de naître au Congo. Alors qu'en réalité, la RDC, notre pays, est un don béni, comme nous le disons dans notre hymne national. C'est ainsi que nous avons été plus accrochés et touchés par l'idée de pouvoir recréer le monde à notre image, si nous pouvons dire ainsi. Recréer le Congo à notre image, lui donner la chance d'être ce vrai don béni. Et nous nous sommes exclamés, nous nous sommes exprimés pour un Congo meilleur. C'est ainsi que nous l'avons dénommé, et ce fut le 4 décembre 2019, avec un collectif de jeunes et des membres cofondateurs avec qui nous avons décidé de la naissance de cette ASBEL et que je salue de partout ils sont tellement nombreux que je ne saurais lister ici de peur d'abuser de votre temps. Et à partir de ce moment-là, comment évoluez-vous? Avez-vous déjà entrepris quelques activités de grande ampleur? Avez-vous déjà initié des formations? Comment évoluez-vous au sein de l'ASBEL? Puisqu'il fallait répondre aux besoins de la jeunesse, les monstres doucereux qui s'est abattu sur l'humanité ne nous a pas épargné de ses conséquences. Voyez-vous, créé les 4 décembre 2019, le temps pour nous de chercher à nous mettre en ordre avec l'État congolais. C'était déjà la pandémie à Covid-19, mais nous étions toujours tenus à répondre à ce pourquoi nous avons été appelés à l'existence. C'est ainsi que, pour résolver le problème de la pandémie à Covid-19, nous nous sommes penchés du côté juridique, d'autant plus que notre ASBEL lutte ou milite pour l'avènement effectif de la démocratie et de la bonne gouvernance, qui appelle démocratie, appelle stand TPD, l'état des droits. Alors, comme on appelle l'état des droits et qu'il y avait un problème juridique qui se posait, celui de la transmission délibérée de la pandémie à Covid-19, eh ben, nous avons organisé une conférence en ligne portant sur la transmission délibérée de la pandémie à Covid-19, trouble à l'ordre public ou à l'ordre social. Et c'est une activité qui a eu un grand impact et nous a encouragés à aller de l'avant. De telle enseigne que quelques jours plus tard, lorsque il s'est déclaré par-ci la République du Katanga, par-là la République du Congo central, la République du Kivu, nous avons répondu activement avec des spots prônant l'unité ou l'unicité du Congo et l'indivisibilité du Congo. L'indivisibilité du Congo, excusez-moi. Alors, ce spot s'ouvrait par une phrase d'ailleurs très célèbre. Écoute, jeune, ce Congo est ton pays, tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. C'est notre credo à nous, comme nous l'avons appelé, notre credo patriotique à l'unité et l'unicité du Congo. Et peu de temps après, nous avons voulu aussi répondre face au désastre que créaient les manifestations publiques, d'autant plus qu'ils relevaient de la bonne gouvernance et que les manifestations publiques étaient avant tout une expression démocratique. Nous avons analysé
nous avons organisé une fois de plus une conférence sur l'engagement responsable de la jeunesse et de la police dans des manifestations publiques. Et peu de temps après, nous nous sommes lancés dans des campagnes de terrain pour sensibiliser contre la pandémie à Covid-19. Et à ce jour, nous avons plusieurs projets. Nous sommes en train, sous peu, de démarrer le projet portant sur l'autonomisation financière de la jeune fille et des jeunes filles mères dans les camps militaires et policiers de Kinshasa, avant de lancer la campagne qui venait de commencer sur l'urgence ou la nécessité du recensement général de la population, dont les derniers variés remontent de 1984. Voilà un peu de mots, monsieur le journaliste, ce que nous avons pu faire, ce que nous tendons à faire. Et à côté de ce que je n'ai pas dit, parce que je ne peux pas tout dire, nous avons aussi des grandes activités de terrain. Je ne peux pas tout dévoiler devant la presse. Voilà. Mesdames et messieurs, vous également avec moi, vous avez compris que les ambitions de PSM sont énormément grandes, grandissimes et ne peuvent être contenues plutôt par une seule personne. Voilà pourquoi je vais lui demander de nous expliquer comment finance-t-il toutes ces entreprises, parce qu'on accuse souvent les organisations de la société civile d'être sous les auspices de certains politiques qui, pour leur cause, les manipulent. Est-ce que ce n'est pas le cas de PSM? Comment PSM se finance? Jusqu'à ce jour, nous n'avons pas reçu un grand soutien de tels hommes ou de telles forces politiques. Nous œuvrons avec nos propres contributions. C'est que nous considérons être pour nous un devoir patriotique de contribuer au développement de notre pays. Mais tenez, monsieur le journaliste, aujourd'hui, si un homme politique ou qui que ce soit, un riche homme du pays se décide de soutenir les activités de jeunes, ne vous dites pas qu'il le fait, il le fait parce qu'il a besoin de vendre son image. Dites-vous, surtout s'il ne demande pas de contrepartie. Et même s'il doit demander la contrepartie, monsieur le journaliste, le stade où la jeunesse congolaise était en proie d'infantilisation a été révolu. Nous sommes à l'ère de la conscience, ou à l'heure de la conscientisation de la jeunesse, qui est sortie de cette caverne des marginalisations politiques et politiciennes. Aujourd'hui, si un homme se décide d'accompagner un mouvement de jeunes, d'accompagner une ASBEL, d'accompagner une ONG, il ne doit pas se targuer d'avoir fait une œuvre hors de commun, mais il doit plutôt se dire qu'il ne s'est fait qu'acquitter de son devoir patriotique. Que nous demande ce pays, que nous demande cet État, si ce n'est que le rendre meilleur et le léguer de manière meilleure à notre postérité. N'est-ce pas cela que nous chantons dans notre hymne national? À vous de répondre, monsieur le journaliste. Non, je suis plutôt là pour vous poser des questions. Et malheureusement. Vu l'urgence et les conditions actuelles, vous êtes encore une petite association, si je me permets de le dire, si jamais ça vous offense. Avez-vous des partenariats avec d'autres associations qui ont émergé et qui sont capables de vous aider à aller de l'avant dans votre entreprise? Tout de suite, je me permets le droit de pouvoir retirer le terme petite association. Il n'y a pas de petites associations parce que les ambitions sont grandes, voilà. Mais nous travaillons déjà en conjugaison d'efforts avec les associations telles que Génération Future, le Congo mérite mieux, et j'en passe. Avec les 15 associations, nous avons créé la plateforme Congo Avenir. Ça, c'est au niveau interne. Au niveau externe, nous avons entamé le pourparlers d'un partenariat avec le Centre culturel André Bouran, dont les idéologies rejoignent aussi les nôtres. Et à ce jour, nous tendons aussi vers les centres Konrad Adenauer et d'autres organismes. Donc, nous sommes là, nous avons conscience des limites de nos mains, nous avons conscience des limites de nos efforts, mais nous avons aussi conscience des grandes ambitions que nous portons pour ce pays, pour notre nation. Et bien, nous travaillons pour pouvoir les réaliser. Parce que pour nous, mourir sans avoir entamé le processus de réalisation de ces actions et de ces ambitions serait un grand péché pour lequel même Dieu le Père ne nous pardonnera jamais. On ne vous pardonnera pas pour le patriotisme que vous avez,
pour la démocratie que vous voulez dans notre pays. Mais nous ne vous pardonnerons pas non plus si vous restez bouche bée devant les désastres de la population. Ces derniers temps, vous l'avez constaté, il n'y a pas assez d'eau, il y a carence d'eau, c'est un calvaire inadmissible. Mais vous êtes restés motus et bouche cousue. Comment nous pardonnerions-vous si vous ne vous faites pas montre dans cette lutte pour exiger auprès des dirigeants des conditions accessibles, viables, sans oublier qu'avoir accès à une eau potable de qualité est parmi les objectifs du développement durable. Comment y arriver si vous taisez? Oui, monsieur le journaliste, l'accès à l'eau potable et à une énergie relève d'ores et déjà d'un droit constitutionnel. Et vous savez, dans la plupart des cas, on a accusé la jeunesse d'être inexpérimentée parfois parce qu'on se lance dans un secteur les yeux bandés. Alors, puisque c'est un droit constitutionnel, il y a tout un processus pour les réclamer, pour le déclarer. Et nous sommes encore à ce stade. Premièrement, dans le principe de réglementation pacifique du conflit, parce qu'il y a un conflit désormais entre la clientèle de ces établissements ou de ces sociétés publiques que sont la Régie des eaux et la SNEL et ces sociétés. Un conflit que vous ne pouvez pas éclairer facilement. Mais monsieur le journaliste, il y a conflit. C'est dans votre tête. Non, il y a conflit, même vous venez de le dire. Allez, vous avez dit que la population n'a pas accès à l'eau potable, elle n'a pas accès à l'électricité. Mais vous êtes refusé malicieusement de dire que la population paye la facture et paye le prix de l'eau et de l'électricité. On rappelle, personne ne peut payer une facture s'il n'a pas consommé l'eau et l'électricité. Voilà. On ne peut pas payer forfaitairement une facture. Voilà, c'est là que je voulais arriver. En commençant par dire que c'était un droit constitutionnel, je voulais dire que ce que nous payons à la fin de chaque mois à la Régie des eaux ou à la SNEL s'appelle le prix du point de vue du droit. Et le prix, c'est la contrepartie d'un service rendu. Nous devons bénéficier de ce service avant d'en payer le prix. Comme nous n'avons pas un service, nous ne devons pas payer les prix parce que nous n'avons bénéficié de rien. Mais pour dire que nous ne répondons pas aux attentes de la population sur ces secteurs, je me dis que c'est faux, d'autant plus que nous nous sommes lancés dans le pourparler d'abord avec la Régie des eaux pour savoir qu'est-ce qui n'allait pas. Laquelle Régie des eaux nous a rassuré que dans peu de temps, elle va devoir décompter la situation des déserts en eau potable dans la grande partie de la capitale, si pas dans la capitale dans son entièreté, avant d'entamer la question du pays dans son entièreté. Nous avons aussi introduit des démarches auprès de la SNEL pour chercher à en savoir plus. Et le processus est en cours. Mais voilà l'issue déjà de notre démarche. Au cas où les explications présentées par la SNEL et la Régie des eaux n'aboutissent pas, eh ben, nous organiserons une fois de plus un plaidoyer pour la libéralisation effective de ce secteur. D'ailleurs, je pense que ça sera la bienvenue, d'autant plus qu'il y a des lois qui ont déjà libéralisé les secteurs d'eau et de l'énergie en RDC. Quand bien même la Régie des eaux et la SNEL continuent à garder le monopole du marché en face d'un camp concurrent et se permettent de tous ces désastres et de toutes ces erreurs. On a bien dit que c'était le pouvoir de Kabila qui bloquait. Je ne sais pas, actuellement, il n'y a pas d'eau. Qui est en train de bloquer? Vous saurez répondre à cette question. Messieurs les journalistes, si nous commençons par remonter l'histoire à ce point, vous serez à même de dire que demain ou le lendemain, les familles stériles ont aussi été bloquées par le président Félix Tshisekedi. Non, mais voyons. C'est ça que nous prenons dans notre aspect, le titre de la responsabilité. Monsieur Kabila bloque ou bloqué, qui l'a vu bloquer quoi? Nous sommes responsables dès lors que nous sommes à la commande de quelque chose, dès lors que nous avons la gestion de quelque chose. Je ne vois pas monsieur Kabila, depuis qu'il a quitté le pouvoir, siéger même au Sénat. Il a été une seule fois. Et vous, les membres de la presse, vous en avez fait pratiquement la plume la plus abondante. Alors, voyez-vous, monsieur le journaliste, nous devons sortons de cette utopie, des pensées, de ce complexe d'Adam où l'enfer, c'est toujours l'autre. Nous sommes nous-mêmes aussi responsables.
Donc, je me refuse cette hypothèse ou cette allégation selon laquelle Kabila bloquerait, parce que je ne l'ai plus vu diriger depuis qu'il est parti des affaires. Engageons-nous responsablement au développement de notre pays. Voilà tout ce que je peux dire. Voilà. Vous targuez, vous, de la société civile que le président de la République vient de nommer un Premier ministre de 43 ans trop jeune. Savez-vous que le doyen Kyoumouak Mouaza vient d'être reconduit comme président effectif de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga à 83 ans? Est-il inconstitutionnel ou illégal? Il n'est pas inconstitutionnel, mais bien évidemment, vous devriez également louer que le président de la République reconduise les vieillards, comme vous vous êtes réjoui. Non, monsieur le journaliste, je pense que nous devons mettre des choses au clair. Oui. Ce que nous voulons ici, ce n'est pas le favoritisme. Ce que nous voulons ici, c'est la justice, l'état des droits, la démocratie, la bonne gouvernance. La démocratie, Et c'est tout le pluralisme. monsieur le journaliste, vous savez très bien que dans ces postes d'accession au pouvoir au sein de l'Union sacrée, c'est souvent de candidature unique. nous ne sommes pas, vous ne me direz pas que nous sommes déjà à l'époque du parti unique. Je crois que nous l'avons enterré avec le MPR. Alors, si les doyens reviennent aux affaires, je subodore qu'il y a eu une élection à l'issue de laquelle il est ramené à ce 42 sur 43 députés. 42 sur 43, mais monsieur le journaliste, démocratiquement, du point de vue de l'état des droits, il a la majorité absolue. Il a la majorité absolue et indiscutable. Comment voulez-vous... La majorité qui a été préparée dans l'officine de l'Union sacrée. Avez-vous les preuves de ce que vous allez dire? Allez-y, on le sait tous. Vous le savez. C'est gravissime que vous, journalistes, puissiez le dire devant des caméras, devant les corridors qui vous écoutent, sans pouvoir brandir des preuves. Nous pouvons brandir des preuves. Allez-y. Vous en brandirez quand vous en aurez besoin. Et moi, j'aimerais revenir sur cette discussion après que vous ayez brandi des preuves crédibles qui nous poussent à réfléchir de manière patriotique. Nous ne voulons pas un favoritisme. Nous ne voulons pas enterrer les vieux. Nous ne voulons pas faire tabula rasa de ceux qui peuvent apporter plus dans ce pays. Mais nous voulons respecter la loi. Nous voulons respecter la législation. Je ne dis pas que le doyen Kumo a la raison d'être là où il est, mais je parle du principe qu'il a été élu. Et comme il a été élu par les représentants du peuple et qu'il a obtenu 42 voix sur 43, il a la majorité absolue et indiscutable. Et ce n'est pas à moi de venir remettre cette majorité en cause. Merci beaucoup. Le plaisir était énorme avec Jean-Paul Kiala, que je remercie de tout cœur. Maintenant, mesdames et messieurs, à très bientôt. Nous nous reverrons. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est moi qui vous remercie.